bienvenue dans ce nouveau webinaire que Technofuturtique a le plaisir de vous proposer aujourd'hui. Vous savez que périodiquement, on aime bien faire le point sur différentes thématiques que notre centre traite. Aujourd'hui, on va parler de marketing digital. On a un cycle de 4 webinaires qui vous sont proposés. Aujourd'hui, un thème un peu plus généraliste sur l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est vraiment une révolution pour le marketing de demain? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui et on va tenter d'y répondre. On va un peu analyser tout cela parce qu'on mange de l'intelligence artificielle depuis un bon bout de temps, mais finalement, est-ce vraiment une révolution? Est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser au quotidien? Donc, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter nos 2 orateurs du jour. Alors, une tête qui est très connue, je vais commencer tout au fond, Jacques Follon, professeur à l'ICHEC, expert en marketing digital, mais aussi en RGPD, en protection des données. Bonjour Jacques. Bonjour TM. Et puis à côté de toi, Cédric, qui est là pour la 2e fois. On avait déjà fait un webinaire il y a 2 ans d'ailleurs, sur à peu près la même thématique, donc c'est bien de voir un peu les évolutions. Donc toi Cédric, tu es expert en stratégie digitale, tu as ta propre agence depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous allez bien déjà, messieurs? Mais oui, ça va. Ça va. On est bien là, on est bien installé. Vous avez chaud, vous avez à boire, vous avez tout ce qu'il faut. On est bien reçu. Tout va bien. Eh ben, parfait. Alors, on va aller faire un petit tour du côté du sondage que j'ai lancé tout à l'heure. Donc, le titre de ce webinaire, une révolution pour le marketing de demain, et on va voir déjà un petit peu quelle est la familiarité avec l'IA dans les pratiques marketing de notre audience. Donc, il y en a déjà 32% quand même qui l'utilisent dans leur stratégie. Certains connaissent quelques concepts, d'autres débutent et d'autres n'y ont jamais touché. Donc c'est quand même assez clairsemé. Les tendances sont assez égales. Et puis, si on regarde du côté des outils utilisés, ChatGPT, fatalement, est le plus utilisé. C'est un peu lui qui a révolutionné, qui a mis un grand coup de pied dans la fourmilière de l'intelligence artificielle. Suit Copilot, fatalement, de Microsoft, Gemini, Firefly, enfin bref, tous des outils dont on va aborder certains aspects d'ailleurs de ces outils. Donc si vous ne les connaissez pas, tant mieux aussi, parce qu'on va peut-être vous apprendre des choses. Donc voilà un petit peu, Cédric, Jacques, on va dire la maturité en termes du sujet. Ça vous inspire quoi? Voilà, on va voir. On n'a pas un public expert, on n'a pas un public novice, on a un peu de tout. Je pense que c'est représentatif de l'usage aujourd'hui que les gens en ont. C'est-à-dire que on va avoir des gens qui sont des tech savvy et qui ont été se jeter sur plein d'outils parce qu'il y a aujourd'hui plein d'outils. Puis il y a des gens qui ils vont plus à tâtons et testent un peu des choses sans aller trop dans la technique. Mais on voit qu'aujourd'hui, justement, le panel de possibilités en termes d'AI permet ça, c'est-à-dire d'avoir des choses pour des gens qui ont moins le côté tech et des gens qui veulent aller plus dans le détail. Oui, et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir le niveau d'utilisation, parce que dans ceux qui utilisent ChatGPT, il y a aussi une grande différence entre ceux qui l'utilisent vraiment professionnellement avec des prompts, je dirais, pointus, et ceux qui l'utilisent, je dirais, de façon basique. Un peu comme ce qu'on avait avec Google aussi, où les gens posaient ou des bonnes questions ou de mauvaises questions, et puis on a le classique garbage in, garbage out. Donc si tu poses mal la question, tu as une mauvaise réponse. Il y a aussi ça quelque part qui est dans l'évolution. Parfait. Eh bien, justement, vous êtes à la bonne adresse pour parfaire un petit peu vos techniques si vous les utilisez déjà l'IA, et puis on espère vous apprendre des choses aussi. C'est un peu le but de cette présentation que Cédric va nous partager. C'est lui le leader aujourd'hui de la présentation. Merci pour l'invitation. En tout cas, alors moi mon objectif aujourd'hui c'était de partager un peu. Alors comme on l'a dit, il y a différents niveaux. Donc le but c'est pas d'être dans l'expertise technique et dans le côté pur tel outil permet de faire ça si on le configure de cette manière-là, mais plutôt d'apporter un regard peut-être un peu plus généraliste et de vulgarisation de l'AI, parce qu'aujourd'hui on a plein d'infos qui viennent de partout, que ce soit dans les journaux, dans la presse, on peut aller sur n'importe quel réseau social, on parle d'AI. Moi, ce que j'aime bien, c'est recentrer ça sur l'usage et le besoin des consommateurs, des employés. C'est ça aujourd'hui qui fait qu'une technologie sera adoptée ou pas demain. Et donc, c'est important aussi de comprendre un peu d'où on vient, où on va et où on se situe un peu aujourd'hui au niveau de l'AI. Et donc, effectivement, je crois que je commence tous mes slides depuis 15 ans avec ce slide-là parce que pour moi, il est clé. C'est que les gens ne se ruent pas sur des outils
en soi. Alors oui, on a une partie de la population qui s'intéresse aux outils. Moi aussi, je m'intéresse aux outils, mais de manière générale, quand on parle de la majorité des gens, c'est pas des outils qui les intéressent, c'est ce que ça leur permet de faire. En fait, c'est comment ça peut améliorer leur quotidien. Si des gens ont adopté un WhatsApp ou un Google, c'est pas pour Google ou pour WhatsApp, c'est parce que en fait, ça leur permet d'être en contact ou de trouver l'information. Et c'est un peu la même chose avec l'AI. Et j'aime bien revenir un peu sur ce qu'on appelle la courbe d'innovation, c'est-à-dire de dire, OK, où est-ce qu'on en est dans les AI? On est clairement dans un moment hype. Ça fait quand même quelques mois qu'on est dans le haut de la vague. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui s'est passé sur d'autres types de technologies. Alors, j'aime bien utiliser l'exemple. Donc ici, c'est ce qu'on appelle le hype cycle de Gartner, qui montre un petit peu comment est-ce qu'une technologie ou une innovation se comporte. C'est-à-dire qu'au début, ça monte en termes de notoriété et de visibilité. On arrive à un espèce de pic très hype où on est probablement aujourd'hui dans les AI. Et puis, on passe par une phase un peu de désillusion dans laquelle on dit, ouais, mais en fait, est-ce que ça fonctionne? Ouais, je vois pas comment, ce que ça m'apporte au quotidien réellement, ci et ça. Et puis, on a identifié des usages qui nous permettent de vraiment faciliter le quotidien. Et à ce sujet, d'ailleurs, tu parles d'une technologie, on va arriver sur une technologie juste après. J'ai déjà publié un petit sondage, justement, on va parler des QR codes, justement. C'est l'exemple que tu as repris. On vous demande, tiens, de quand date la première utilisation des QR codes, à votre avis? Est-ce que c'est 1987, 94, 2000, 2005 ou 2011? Donc voilà, dites-nous un petit peu dans cet onglet sondage, à votre avis, pour voir un petit peu, justement, d'où ça vient, d'où on part. Parce que le QR code, il est partout aujourd'hui. C'est un outil qu'on utilise très souvent. On le disait tout à l'heure. D'ailleurs, depuis le Covid, ça a donné un fameux boom. Donc, on va voir ici un petit peu depuis quand ça date. 1994 arrive en première position avec 26% des suffrages. 23% nous disent 2000, 2005, 1987, 2011. C'est assez éparse, hein. Mais donc, quand même, le QR code daterait de 1994. Eh bien, nous avons une audience qui est assez cultivée. C'est ça. Il faut remonter à il y a 30 ans. 30 ans, exactement. Du QR code. Le QR code est apparu il y a 30 ans et en fait, il a été inventé par une société automobile pour arriver à gérer ces pièces détachées, en fait. Et donc... et c'était Toyota, justement, nous dit Emma. C'est ce que ça vient pas de Toyota, effectivement. Exactement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les QR codes sont arrivés, il y a eu une certaine utilisation, et puis on s'est tapé toute une série d'usages qui étaient plus incongrus les uns que les autres, c'est-à-dire à l'arrière d'un camion, sur des posters dans la rue en 4x3 où on devait essayer d'eux, mais il faut savoir qu'à l'époque on n'avait pas de lecteur intégré, il fallait télécharger une app, les gens ne savaient pas exactement, et donc en fait c'est intéressant de voir le temps que ça a pris et le passage. Et donc effectivement, pendant une dizaine d'années, voire même une quinzaine d'années, le QR code était un peu dans cette vague, dans ce creux de la désillusion. On l'utilisait, mais on savait pas vraiment. Et puis en fait, sont apparus des usages qui nous ont semblé naturels. Ouais. Le paiement. On a un peu oublié d'ailleurs. Finalement. Ouais, tout à fait. Le fameux QR code pour son Covid Pass Ticket et ce genre de choses, mais c'est devenu la norme, le menu. Et en fait, aujourd'hui, on parle plus de QR code. C'est un moyen, c'est un outil par lequel on passe, mais on pense pas à un QR code. Alors oui, certains vont utiliser le non QR code, d'autres vont utiliser le code, d'autres vont dire un code barre. Mais en fait, c'est ce que ça permet de faire. Et c'est ça qui est intéressant de voir cette courbe. Mais on peut l'appliquer sur pas mal d'innovations différentes. J'aime bien utiliser une autre, c'est la réalité augmentée, la réalité virtuelle. On en a parlé pendant aussi des années. C'était avec les casques, les Oculus et autres. Alors c'était avant la vague NFT, blockchain, métaverse. On en parlait un peu plus et on voit de nouveau l'évolution. Alors si on regarde sur la courbe, sur ce fameux hype cycle, on voit que entre 2005 et 2018, on a eu cette évolution sur la courbe. On est passé par ce hype où tout le monde en parlait un petit peu en 2011, 2012, et puis d'année en année, on n'arrivait pas vraiment à trouver en tant que consommateur. Je parle pas au niveau business, mais vraiment en tant qu'usager. On n'arrivait pas vraiment à identifier qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Alors on a toujours des tech enthousiastes qui disent ouais mais c'est génial pour ça ou pour ça. On a même Facebook qui est devenu Meta pour le métaverse et pour cette réalité augmentée. Alors je dis pas que ça apparaîtra plus, mais aujourd'hui, force est de constater que le hype cycle de Gartner de 2020 a fait disparaître la R et la VR, c'est-à-dire que
J'estime qu'on est arrivé dans un plateau dans lequel on a identifié des usages qui semblent être intégrés. Alors probablement pas au niveau de ce que les grands industriels ou les grandes sociétés ont investi dedans espéraient, en se disant Facebook va migrer vers un monde pur virtuel. On a des Decentraland et des sandbox et autres qui ont levé des milliards de dollars d'investissement, mais qui aujourd'hui ont encore quelques milliers d'utilisateurs par jour, malheureusement. C'est intéressant de voir que aujourd'hui, en fait, on a des technologies de type VR ou AR qui sont utilisées en B2B, donc dans des usages très spécifiques et autres, et on voit que c'est des usages qui sont rentrés de manière un peu plus commune dans les entreprises. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est de voir comment est-ce que l'usage de la réalité augmentée est vraiment utilisé au quotidien. Mais c'est les filtres, en fait. Les filtres sont, d'une certaine manière, l'usage le plus courant que les consommateurs ont de la réalité augmentée. Et on s'en rend pas compte que c'est de la réalité augmentée, finalement. Non, c'est de nouveau, c'est ce mix entre la réalité et du virtuel. Mais en fait, c'est intéressant de voir que les entreprises ont tablé sur un changement de comportement, c'est-à-dire on navigue avec des casques, on sera en contact avec d'autres grâce à un monde virtuel, et qu'au final on a quoi? On a ça, c'est-à-dire des filtres. Alors je dis pas que ça va pas revenir et qu'il va pas avoir d'autres usages qui vont être développés, mais ça nécessitera une nouvelle courbe probablement dans l'usage. Mais aujourd'hui, force est de constater que la réalité augmentée fait partie de notre quotidien. On a des centaines de millions d'utilisateurs, voire des milliards d'utilisateurs qui l'utilisent tous les jours, mais dans un usage qu'on n'avait peut-être pas identifié comme étant la direction qui aurait été prise. Vers Ikea et installer un canapé dans son salon. Ouais, ce genre de choses-là. Et puis, effectivement, tout le côté vie secondaire, vie parallèle en ligne au travers d'une certaine réalité virtuelle qui, aujourd'hui, semble ne pas répondre aux attentes des consommateurs. De nouveau, je parle pas ici de la qualité de la technologie ou de la pertinence business de ça. Je parle vraiment de la manière dont les gens l'ont appréhendé et l'ont utilisé. Force est de constater que ça n'a pas eu... Et si on va, effectivement, j'aime bien prendre ça, c'est la perspective du métaverse. Il y a quelques années, en 2021, 2022, la prédiction sur le revenu, le market size, donc la taille du marché métaverse en 2030. Aujourd'hui, on est en 2024 et malheureusement, on n'atteint pas la vision qui avait été donnée par rapport à ça. Et je prends un exemple. On a ici un des deux acteurs, on a Sandbox qui était l'un des acteurs prometteurs du métaverse. On a des entreprises qui ont voulu prendre ce hype très au sérieux et ont été acheter des terrains. Ici, on parle de pignon sur rue virtuel, finalement. Tout à fait. Qui ont voulu acheter des terrains. Il y en a plein qui l'ont fait. Alors, il y a une dimension qui est de se donner une image technologique, c'est-à-dire de dire, oui, moi, j'investis là-dedans, tout en sachant que c'est peut-être pas le hype, ça va peut-être pas me permettre de me positionner dans mon business, mais ça va me permettre de créer une image un peu plus technologique. Et on voit ici, sans taper sur Carrefour, il y en a plein d'autres, mais Carrefour a organisé dans son espace Sandbox une séance de recrutement. Et ce qui est intéressant de voir, c'est le retour que les gens en font. On voit ici les gens qui disent payer 300 € pour un entretien pour embaucher 50 personnes dans une salle virtuelle. C'est pas ce que les gens attendent comme étant l'étape suivante, en fait. Peut-être qu'ils attendaient plus d'humanisme, plus de contact humain, plus d'empathie, plus... Et effectivement, c'est difficile pour les entreprises d'appréhender une technologie et de la transposer dans ce que les gens attendent. C'est de laisser erreur, les gens savent pas toujours, et donc il faut être très à l'écoute de ce que les gens veulent ou ne veulent pas. Et on va en reparler avec Léa. Justement, c'est très important cette dimension-là. C'est pas juste qu'est-ce que ça permet de faire, qu'est-ce qu'aujourd'hui on a comme modèle technologique et combien de milliards sont investis. Et au final, on parle à des personnes qui vont l'utiliser au quotidien. Et la question à se poser, c'est est-ce que elles en ont envie? Est-ce que ça les aide? Est-ce que c'est utile pour elles? Et est-ce que ça leur demande pas trop de technologie? Ouais, de stretch et de devoir aller creuser les choses. C'est vraiment la question par rapport à Léa. Et on a parlé d'outils. On va avoir des outils comme Midjourney qui sont très très puissants et on voit plein d'exemples dans la presse. Par contre, pour ceux qui se sont plongés 2 minutes dans Midjourney,
c'est pas si facile que ça. C'est plutôt technique. Il faut connaître, il faut creuser. Et donc, en fait, on se rend compte que, oui, on peut faire des choses avec ça, mais on pouvait le faire avec Photoshop hier aussi. C'est juste qu'il fallait la compétence. Mais aujourd'hui, il faut une compétence pour utiliser Midjourney, par exemple, qui est pas la même, mais qui est tout aussi complexe. Et donc, venir dire, maintenant, quelqu'un qui a une accointance un peu graphique peut devenir un grand designer grâce à Midjourney. En fait, le temps qu'il passe à se former ou à exploiter l'outil, il aurait passé le même temps sur Photoshop, il aurait peut-être réussi à avoir ce même genre de résultat. C'est juste d'autres compétences, d'autres manières de voir les choses. Donc, si je comprends bien aussi avec l'exemple de Carrefour, c'est que ça peut être un piège aussi pour les entreprises de se ruer sur une nouvelle technologie. Là, tu as montré avec le métaverse, mais l'IA aussi, de se ruer, vouloir faire quelque chose pour à tout prix se donner une image technologique, alors que les usages ne seront peut-être pas rencontrés. En plus, c'est la deuxième fois que ça arrive, puisqu'on a eu Second Life, qui était un univers virtuel dans lequel aussi toutes les entreprises, McDo, etc., on a eu, c'était d'ailleurs la première manifestation virtuelle, puisque les employés, les avatars des employés de McDo a manifesté sur Second Life contre McDo à l'époque. Et de nouveau, même chose, puis finalement, c'était so what, pourquoi? C'est toujours le what's in it for me, en fait. Oui, et puis arriver à ce que les gens changent leurs habitudes, c'est très compliqué. Si on regarde aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'est que quand on parle du métaverse, c'est encore 2 minutes, on peut j'en ai aller juste après, mais on disait, le marché du métaverse, c'est X millions d'utilisateurs, X centaines de millions. Sauf qu'en fait, dedans, on avait quoi? On avait Roblox, Minecraft et Fortnite qui comptaient pour 99% ou 95% des usages du métaverse et qui existaient déjà avant et qui se considèrent pas comme du métaverse, mais comme, des univers dans lesquels les gens ont des avatars mais dans lesquels on n'a pas toute cette dimension complexe technologique, NFT, blockchain et ci et ça. Pour ceux qui ont testé, se connecter à Sandbox ou Decentraland, il fallait un portefeuille virtuel de crypto, c'était plutôt destiné à des gens qui étaient ce qu'on appelle des tech savvy. La majorité des gens avaient du mal à ne fût-ce que se connecter. Alors, rentrer ça dans les usages quotidiens, c'est très complexe. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. On va y revenir avec l'AI. C'est qu'aujourd'hui, les gens ont des habitudes. Comment est-ce qu'on s'intègre dans leurs habitudes digitales et qu'on n'essaye pas de recréer un nouvel écosystème dans lequel ils doivent réapprendre tous les codes et réapprendre les usages et réapprendre comment interagir. Notion très complexe, mais voilà, pour l'introduction finalement de remise en perspective globale, comme tu l'as dit, on va maintenant s'attaquer à l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je vais vous mettre une petite question dans l'onglet sondage parce que de l'intelligence artificielle, il y en a plein finalement, c'est ce qu'il faut savoir. C'est pas nouveau non plus, c'est ce qu'on expliquera aussi. On vous pose une petite question un petit peu. On a vu qu'on avait un public qui était assez éparse dans les connaissances du sujet. Donc, vous demande un peu lequel de ces types d'IA n'existe pas. Est-ce que la logique, la discriminative, la générative ou l'informative sont des IA? Donc, parmi ces 4 choix, il y en a une qui n'existe pas. Question complexe. Question un peu complexe pour lancer le sujet. Voilà, c'était pour vérifier que vous êtes toujours bien attentif de votre côté de l'écran. En tout cas, nous, on l'est. En tout cas, si vous avez des questions, toujours n'hésitez pas. On a le temps de les prendre également. La tendance qui se dégage, c'est que l'IA discriminative, le modèle, on va dire, n'existe pas. On nous dit logique, informatif, génératif. Alors, c'est ce qu'on va aller voir dans tes slides. Cédric, quels sont les 3 types de modèles d'IA que nous avons? Aujourd'hui, effectivement, le modèle discriminatif, il existe. En gros, l'idée, c'est que ce dont on parle aujourd'hui, et c'est important aussi de comprendre quel est le hype. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui travaillent depuis 30, 40 ans dans l'intelligence artificielle, de manière générale. Et donc, pour eux, parfois, c'est un peu frustrant de dire, l'intelligence artificielle apparaît. Moi, c'est mon métier depuis 30 ans. Le truc qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, ce dont on parle, c'est l'intelligence artificielle générative. Il existe et il existait déjà toute une série d'intelligence artificielle avant, les modèles logiques, les modèles discriminatifs. Un modèle logique, ça va être quoi? Ça va être des modèles comme Visa ou Mastercard qu'on a déjà tous, ou en tout cas pour 49% des Belges, si je dis pas de bêtises, une carte de crédit. Mais on a des modèles qui tournent chez Visa, chez Mastercard, qui permettent d'éviter que quand j'habite à Bruxelles, quelqu'un commande sur Uber Eats au Québec parce qu'il a réussi à avoir mon numéro de carte de crédit. Ça, c'est des modèles logiques. C'est des modèles assez simples et il y en a plein qui existent. C'est déjà de l'intelligence artificielle. C'est des modèles qui existent depuis de nombreuses années, qui rendent service aux entreprises, qui sont des modèles assez matures.
aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des modèles qui ont été éprouvés d'année en année et qui aujourd'hui font partie de notre quotidien. C'est des modèles assez simples qui sont basés sur des règles et où en fait ça va donner des indicateurs positifs ou négatifs. Voilà, ça c'est le modèle entre guillemets qui existe depuis assez longtemps. Puis on va avoir des modèles qu'on va appeler discriminatifs. Donc ceux que notre public pensait que ça n'existait pas. Exactement, mais ça c'est les modèles qu'on va retrouver derrière un Facebook, derrière un Spotify, derrière un LinkedIn. C'est les algorithmes des réseaux sociaux, c'est les algorithmes de Spotify qui vont me conseiller une chanson plutôt qu'une autre en fonction de ce que j'ai écouté par le passé. C'est les modèles qui vont me permettre de voir du contenu de certaines personnes et pas de d'autres parce qu'en fait j'ai liké, j'ai commenté, j'ai beaucoup de relations avec ces personnes-là, mais je vais voir plus le contenu de cette personne-là que d'une autre. Ça c'est des modèles qui existent et qui existent depuis de nombreuses années. Facebook a lancé ça probablement il y a une bonne dizaine d'années. Donc ce qu'on entend derrière le mot algorithme, c'est un peu de l'intelligence artificielle. Avec un modèle discriminatif. Exactement, c'est exactement ça. Et par rapport à ce que tu disais sur le fait, l'usage des consommateurs, c'est qu'ici, les consommateurs sont habitués, ils sont rentrés dedans, et ça fait partie de leur quotidien, donc ça fonctionne. Ouais, mais ils sont pas confrontés au modèle technique. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, ils bénéficient du résultat, mais ils ne sont pas acteurs de l'intelligence artificielle. C'est transparent pour eux, ça leur permet de leur faciliter la vie. Je suis content quand on annule une commande frauduleuse et je sais qu'il y a eu un problème et la banque m'appelle pour dire il faut changer la carte. C'est normal, quoi. Ouais, c'est ça, c'est devenu normal. Spotify, je suis content qu'on me propose des artistes qui ressemblent à des artistes que j'aime bien, ou je suis content de voir du contenu de gens que j'aime bien. Voilà. Aujourd'hui, ce dont on parle et dont on va parler plus en détail aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle générative, c'est-à-dire la capacité pour un modèle de créer du contenu sur base de questions, de pouvoir répondre, d'avoir ce semblant de compréhension. C'est-à-dire que c'est l'évolution logique entre le modèle logique et discriminatif, on arrive à un modèle génératif qui permet à un moment de dire, dans toute l'info dont tu disposes, comment est-ce que tu peux arriver à distiller cette information, à me la trier pour me faciliter la vie parce que j'ai une question, un besoin ou une demande spécifique. Et ça, aujourd'hui, on a différentes dimensions aussi, on va y revenir, mais on va avoir OpenAI avec ChatGPT. Et donc, c'est ça qui a donné un coup de pied dans la fourmilière de l'intelligence artificielle et qu'on se dit, maintenant, tout le monde n'a accès au rêve, mais ça existe bien. En fait, ce qui a changé fondamentalement par rapport aux deux autres, c'est que ici, les consommateurs sont acteurs. C'est ça. En fait, les autres, dans le reste, il y a plein de choses en IA qui existaient déjà, qui leur facilitaient la vie, mais dont ils ne percevaient pas nécessairement qu'il y avait une IA derrière. C'est ça. Et ici, pour la première fois, ils vont l'utiliser eux-mêmes. Donc, on leur donne un outil, plusieurs outils même, pour lesquels ils peuvent faire quelque chose. Probablement que l'AI va s'effacer derrière l'usage, en fait. Oui. Donc, on va plus parler d'AI, on va parler de fonctionnalités, de services, et c'est là qu'on est aujourd'hui. Donc, si on prend un OpenAI, ChatGPT évidemment, Copilot de Microsoft, aujourd'hui c'est de la technologie OpenAI, mais dans l'écosystème Microsoft, on va avoir, il y en a d'autres, Gemini chez Google et autres, et puis on va avoir d'autres outils type SAP ou d'autres qui intègrent l'intelligence artificielle avec leur modèle sur leurs données et qui est plus propriétaire et qui là s'adresse uniquement à des gens qui vont bénéficier d'un service ou d'un autre, mais en soi, on a trois grandes disciplines. Et ce qui est intéressant de voir, c'est... On va voir où on se trouve dans la courbe, justement, que tu parlais tout à l'heure, de hype, de désillusion. On est en plein dans la hype. On est en plein dans le hype de l'intelligence artificielle générative. On n'est pas dans le hype de l'intelligence artificielle, on est dans le hype de l'intelligence artificielle générative. Le seul problème, c'est que, comme tu disais, ça a mis un coup de pied dans la fourmilière, et alors ça a remué, on dit, ah ouais, mais l'intelligence artificielle... En fait, oui et non. L'intelligence artificielle, oui, elle existe, mais c'est une des parties dont on parle aujourd'hui et qui évolue assez rapidement ces derniers mois et ces dernières années, c'est la partie intelligence artificielle générative. Et là-dedans, il y a encore des choses qui sont différentes, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que on est au hype, ça veut dire qu'est-ce qui va arriver après, potentiellement, mais c'est la désillusion. Ouais. Et je rencontre de plus en plus souvent des gens qui me disent, ouais, moi j'ai testé, j'arrive pas à faire ce que je veux, ça fait pas ce que je croyais que ça allait faire. Ça ne rencontre pas les usages. Ça ne rencontre pas les usages, et surtout, ça se confronte à ce qu'on nous vend en disant, ah ouais, mais ça permet de faire ça, et quand les gens vont dessus, ah non, en fait... En fait, ça permet de faire, mais avec une compétence qu'il faut acquérir. Exactement. Avec une compétence et avec une expertise personnelle aussi. Moi, je dis souvent, si t'es pas expert juridique, par exemple, le truc, c'est que, oui, si moi je pose une question juridique à ChatGPT, il va me donner quelque chose qui va avoir de la valeur pour moi parce que j'y connais rien du tout. Donc, en fait, il va me donner de l'info que j'aurais dû aller chercher online et autres. Il va me simplifier ça. Et on va voir après si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ça va m'aider. Pour un juriste, aller demander à ChatGPT une question sur du droit, il va dire, ok, mais ça,
un étudiant de première sait me le dire. Et donc, ça dépend de nouveau les attentes qu'on a. Effectivement, créer un logo pour quelqu'un qui a aucune compétence graphique, aller sur même pas un Midjourney, mais d'autres, il va avoir un logo. C'est super. Moi, j'ai demandé un logo pour mon restaurant de ce type-là, avec ce nom-là. C'est génial. Mais pour un graphiste qui fait ça depuis 20 ans, c'est nul. Oui. Et donc, en fait, c'est toujours l'expectative qu'on va avoir, c'est de dire, OK, mais qu'est-ce qu'on attend? Et c'est là où il faut être bien réaliste par rapport à qu'est-ce qu'on peut attendre de l'AI aujourd'hui en tant que consommateur lambda. Je parle pas de gens qui, et je pourrais citer l'une ou l'autre personne qui travaille sur l'AI depuis 4-5 ans dans le domaine marketing et design pur, qui font des choses magnifiques, mais c'était des gens qui étaient déjà hyper talentueux avant, avec d'autres outils et qui ont transposé leur talent dans l'AI. Et donc, effectivement, on voit des photos de Donald Trump ou du pape habillé d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui serait intéressant de voir, c'est le temps que ça a pris et le prompt que ça a pris et les essais-erreurs. Parce que on nous livre ça en disant, ben voilà, on peut faire ça, tiens, tu peux le faire. Mais c'est un peu ça aussi, c'est que le marketing des IA génératives montre toujours le résultat. Donc, quand on a vu Sora qui est arrivé avec les éléphants qui se baladaient, etc., on disait oui, enfin, il suffit de poser une phrase et on arrive. Non. Et donc, il y a aussi ça. Et donc, le côté des illusions, j'aime bien, c'est qu'en fait, on se dit, mais oui, j'aimerais bien, en tapant une phrase, avoir la vidéo que je voudrais, etc., ou me faire réaliser mon film. Ben non. Ouais. Et donc là, c'est aussi ça qui fait que, en gros, ils nous ont menti quelque part. Mais en fait, on s'est laissé avoir, quoi. Ils ont oublié de dire que, il fallait quand même apprendre, gérer, etc. Donc, c'est moins drôle. Après, si on veut, je me permets de rajouter, il y a le côté, je veux avoir quelque chose. Mais après, il y a le côté, je veux jouer. J'arrive à faire une super image. C'est super. J'ai pas une attente de résultat spécifique. Donc, là aussi, je vais pouvoir faire quelque chose de super. Mais par contre, quand j'ai besoin d'accomplir une tâche, j'ai un besoin visuel, j'ai un besoin de contenu, j'ai un besoin... Là, ça va être plus difficile potentiellement d'y arriver. On a justement Dominique qui résume un peu ce que vous dites. Il faut se donner le temps d'apprendre à utiliser l'outil. Le souci est aussi que la personne utilise souvent le mauvais, entre parenthèses, outil, car tellement de choix de trouver l'outil qui est... c'est une chasse au trésor. Tout à fait. Et tout le monde n'a pas le temps de passer ses journées à aller scruter tous les outils qui sortent, parce qu'il en sort des dizaines par jour, si pas des centaines. Qui a le temps d'aller tout tester, se connecter, aller au bout des choses? Non. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est un peu comme l'huile et l'eau. On va avoir toute une série d'outils qui vont surnager au-dessus parce que voilà, avec cet effet de réseau qui fait que l'un l'utilise, l'autre l'utilise, il y a un peu de visibilité. Et puis, on va avoir toute une série d'outils qui seront peut-être très bien, mais qui n'auront pas eu l'occasion de défendre un peu leur couleur à ce niveau-là. Et donc, ce qu'il faut arriver un peu, pour reprendre un peu le fil de nos discussions, c'est que aujourd'hui, on en est là. Qu'est-ce que ça implique pour les entreprises? Qu'est-ce que ça implique pour les employés? Qu'est-ce que ça implique pour les personnes qui veulent utiliser au niveau marketing l'intelligence artificielle? En fait, oui, effectivement, j'avais montré ça la fois passée aussi parce que je trouve ça hyper intéressant. Bill Gates, quand même, ce personnage qui est à la base d'un projet comme Microsoft et qui aujourd'hui a été un des premiers à investir dans OpenAI. Il dit voilà, moi j'ai été surpris 2 fois dans ma vie d'un point de vue technologique. C'était le système, donc l'OS, l'operating system Microsoft, ou en tout cas ce que ça pouvait donner à l'époque, et les démonstrations de ChatGPT OpenAI. Donc on peut se dire la personne est hyper enthousiaste, mais le truc qu'il y a, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement les gens se sont jetés. J'aime bien utiliser ça. ChatGPT, sur les premières semaines, ils ont réussi à attirer plus de monde et plus rapidement. C'est un record qu'Instagram, Spotify, Facebook, Twitter, Netflix. C'est intéressant, mais cela dit, si on regarde aujourd'hui, en moyenne, on a 100 millions d'utilisateurs par semaine sur ChatGPT, mais on a 400 millions par jour sur Snapchat. Et pourquoi je prends Snapchat? Parce que j'aurais pu utiliser les milliards d'utilisateurs sur WhatsApp ou sur Facebook. Snapchat est encore considéré par la majorité des gens comme une app peut-être un peu confidentielle pour les jeunes et ci et ça. Ouais, on a 400 millions d'utilisateurs par jour. Donc, ChatGPT, on en parle beaucoup, mais proportionnellement, on devrait parler beaucoup plus de ChatGPT, de Snapchat. Et donc, c'est de nouveau ce biais cognitif, ce biais marketing autour de l'AI. C'est une révolution, mais dans les usages, on n'a encore qu'une partie assez petite des gens qui l'utilisent au quotidien. Ouais. Mais ça, c'est des choses qu'on oublie, en fait. Et s'il y a effectivement cet effet de hype par rapport à ça, et où tout le monde s'est jeté sur GPT, en plus c'était gratuit, machin, donc on s'amusait pas. Mais effectivement, et puis il y a eu les hallucinations dont tu vas parler, il y a eu aussi un certain nombre de fake news et autres qui ont fait que, bon, on sent quand même quelque part aujourd'hui, et les chiffres d'utilisation sont révélateurs que, bon, effectivement, c'est pas le grand succès qui continue
et qu'il va falloir passer par il y a pas mal d'observateurs qui disent que ils ne voient pas aujourd'hui la capacité de tous ces outils, y compris ChatGPT, de trouver un modèle économique dans lequel les gens paieraient pour avoir accès à ça. Parce que de un, aujourd'hui, ils perdent de l'argent. Ça coûte très cher de faire tourner ces modèles, de le faire évoluer, et chaque requête coûte de l'argent en temps de serveur. C'est énergivore. Et donc aujourd'hui, le modèle économique en pur utilisateur payant n'est pas rentable. Ce qui est rentable, c'est l'investissement qui est fait d'entreprises comme Microsoft et autres, qui l'intègrent dans différents outils. On va y revenir. Ça, c'est plus rentable potentiellement, mais le fait d'aller chercher eux-mêmes chaque outil, aller chercher des utilisateurs et un nombre suffisant, un nombre critique qui permet de soutenir le modèle en lui-même, aujourd'hui, c'est quelque chose qui semble, pour les experts, alors moi je suis pas un expert des business models de boîtes typées high-tech et autres dans le monde, mais toujours est-il que la plupart ont l'air de dire qu'ils ne voient pas le modèle évoluer vers un pur modèle de je paye tous les mois un abonnement pour avoir accès. Et donc, on parlait d'IA générative. On va peut-être voir avec toi, Cédric, théoriquement un petit peu comment ça fonctionne. On va pas rentrer dans les détails techniques. La dernière fois, on a parlé de tout ce qui était vectorisation de contenu et autres. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que on a aujourd'hui énormément de données qui sont passées à la moulinette au travers d'un algorithme mathématique qui va vectoriser le contenu et qui va, à un moment, permettre de poser une question, d'aller chercher dans ce qu'on appelle le large language model, donc ce modèle de contenu, et qui va me sortir quelque chose. Ça, c'est comme ça que ça se passe. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est un calcul mathématique. C'est-à-dire que la phrase que je vais encoder va être transformée en un calcul mathématique et comparée à des formules mathématiques dans le modèle et voir ce qui correspond le mieux. Basiquement, faut pas oublier que quand je tape quelque chose, ce qui me ressort, c'est une probabilité. C'est-à-dire, quand il écrit quelque chose, il regarde le mot d'après par rapport à tout ce qu'il a analysé comme contenu, quel est le mot d'après le plus probable qui doit ressortir. C'est une formule mathématique. Et donc, en fait, je crois que c'est dans les années 60, il y a une expérience qui s'appelle Chinese Room, qui, donc c'est pas très complexe, mais il faut juste la comprendre. On a à gauche quelqu'un qui parle chinois, à droite quelqu'un qui parle chinois, et au milieu quelqu'un qui parle pas du tout chinois, qui comprend pas le chinois. Mais il reçoit une question à gauche, en chinois. Il a un livre dans lequel il va regarder les signes, et on lui dit, quant à ce signe-là, tu réponds ça. Quant à ce signe-là, tu réponds ça. Et il le note sur un papier, il le passe à la personne à droite. La personne à droite, elle croit que la personne au milieu parle chinois. Mais elle ne comprend rien du tout du chinois. Elle fait que transposer. Et ça, aujourd'hui, c'est comme ça que fonctionne l'AI. C'est que elle ne comprend pas. Elle a un grand nombre de contenus et c'est un modèle mathématique de probabilité qui permet à un moment de dire, je reçois ça. Qu'est-ce que je dois dire en retour? Ça. Et de par l'analyse de très, très grand nombre de data et la corrélation qu'il est capable de faire entre tous les contenus qu'il a consommés, le truc qu'il y a, c'est qu'il va répondre quelque chose, mais c'est pas une réponse. Il l'a pas comprise, il comprend pas ce qu'il fait. Enfin, il comprend pas le contenu de la demande. Il va juste transposer en disant, il y a ces signes-là, je vais lui donner ces signes-là. Et c'est là-dessus qu'il travaille, notamment sur GPT 4.0. Mais c'était justement sur les algorithmes de réflexion pour est-ce que cette phrase est logique. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rajouté une couche justement pour essayer de perfectionner ça, pour arriver à une plus de précision en fait et moins d'hallucination. Oui, et c'est là le truc, c'est que aujourd'hui ce système-là fait que il ne comprend pas, donc il va inventer des choses, il va répondre des choses qui sont pas justes parce que il l'a pas compris et que il essaye de faire des liens. Il va jamais dire je sais pas, puisqu'il ne sait rien. Comme il ne sait rien. En parlant de langue et compréhension, justement, en termes d'utilisation, Dominique demande, est-ce qu'il est préférable de poser les questions en anglais pour avoir une meilleure réponse ou est-ce qu'on peut poser la question dans la langue de notre choix? Qu'est-ce que vous conseillez là-dessus? Aujourd'hui, sur une langue française, espagnole, anglaise, je pense qu'il y a pas match. L'ensemble du contenu a été ingurgité. Et, après, il y a pas des interprétations, mais des ponts qui sont peut-être plus difficiles à faire. Mais de manière générale, de toute façon, le français, ça fonctionnera assez bien. Il n'y a pas une limitation notable de dire je l'ai mis en français, si j'avais mis en anglais, j'aurais eu un meilleur résultat. On peut peut-être avoir une certaine finesse quand on rentre dans un certain niveau de complexité, mais de manière générale, il n'y a pas. Après, oui, ça dépend les outils. On va avoir des outils qui fonctionnent que en anglais. Ou qui fonctionnent mieux en anglais, mais sur les usual suspects, ChatGPT, Gemini, Google et autres, ils sortent un modèle qui est complet dans le D'autant plus qu'il n'y a pas de
il n'y a pas d'univers séparé, parce que quelle que soit la langue, en fait, tout est intégré. Donc, dans l'hypothèse où il y aurait un sujet sur lequel il y aurait plus de publications en anglais, par exemple, qu'en français, ChatGPT va quand même intégrer les publications anglaises et donner la réponse en français. Donc, il n'y a pas de limitation par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Voilà pour la réponse à la question de Dominique. Alors, on va voir maintenant du côté, pour les entreprises, finalement, qu'est-ce qui pourrait le mieux convenir en termes d'utilisation d'IA? C'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Hein. Là, je parle pas en termes d'usage personnel, mais souvent en tant que responsable dans une entreprise ou on fait partie d'un groupe de travail sur l'AI. Il y en a pas mal aujourd'hui dans les entreprises. Ils disent, OK, mais qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va le faire? Et j'ai essayé d'avoir une approche qui est logique et cohérente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je l'ai résumé en 3 dimensions de l'AI. On va avoir la standalone, on va parcourir la intégrée et puis la sur-mesure. Et la standalone, c'est un peu ce dont on a parlé pas mal jusqu'à présent. C'est ChatGPT, Character, Claude ou Perplexity ou toute une série d'outils standalone. C'est-à-dire, il fonctionne, je dois aller sur l'outil, j'ai un compte dans l'outil et je me log sur l'outil et j'ai accès à l'usage et aux fonctionnalités que l'outil me propose sur base de données que moi je peux intégrer dedans et des données qui ont été traitées dans le modèle. Et donc je peux intégrer, on va y revenir probablement après, mais un fichier PDF, un fichier Word, un fichier Excel, je peux moi-même intégrer des données, il va comparer ça aux données qu'il a et il va me sortir quelque chose. Ça c'est et là-dessus j'aurais pu mettre une liste de 10 000 outils complémentaires qui sortent tous les jours. Avec une chose qu'il y a qu'une quinzaine de % des gens qui savent, c'est que quand tu intègres dans l'IA ton fichier, que ce soit PDF ou là, tu gardes. Et donc, quelque part, tu nourris aussi le fichier, l'IA, avec tes informations. Donc, attention à la confidentialité. Exactement. Oui, et après, de nouveau, on est dans une période où ça évolue. Aujourd'hui, si tu utilises un compte ChatGPT entreprise, par exemple, qui coûte quasi le même prix qu'un compte ChatGPT personnel, il n'intègre pas cette donnée dedans parce que c'est entreprise. Mais de nouveau, qu'est-ce qui s'est passé? On a des employés de Samsung à l'époque qui ont mis des données sur un nouveau modèle dans lequel ChatGPT l'a traité. Et il s'est retrouvé que quelqu'un d'autre a pu retrouver cette information dans ChatGPT. Évidemment, premier pushback des entreprises en disant on n'utilise plus. Et donc, de nouveau, OpenAI cherchait le modèle. Aujourd'hui, ils ont un compte entreprise qui permet de dire OK, en fait, la donnée ne sera pas utilisée. Mais nous, il faut le savoir, c'est pas un compte personnel, c'est un compte entreprise. Après, on a d'autres outils. Je connais pas tous les détails de tous, mais il y a des outils qui utilisent l'intelligence, le contenu pour se nourrir, d'autres pas, parce qu'en fait, c'est une barrière directe à qui va l'utiliser ou pas. Le copilote, par exemple, Microsoft dit qu'il ne garde pas les données qu'on intègre dedans. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que il faut bien se rappeler que un OpenAI et un Microsoft ou un Google sont pas du tout dans la même posture. Pourquoi? Parce que Microsoft et Google, ils sont cotés en bourse. Donc, ils sont scrutés matin, midi et soir sur qu'est-ce qu'ils font, la gestion de leurs données. Ils peuvent se prendre des amendes en milliards. On l'a encore vu récemment. OpenAI reste un petit laboratoire dans une banlieue de la Californie qui agit de manière beaucoup plus flexible et beaucoup plus et qui est beaucoup moins régulé, beaucoup moins contrôlé. J'avais lu un truc qui disait que en gros, si OpenAI se faisait contrôler aujourd'hui par rapport à toutes les législations de structure de données, de gestion de données, en fait, ils sont hors la loi. Non. C'est juste que tant qu'ils ont pas un contrôle spécifique de la part de tel type d'organisme, ben en fait, ils peuvent continuer. Ils sont pas cotés en bourse, donc ils sont pas liés à une transparence accrue. Donc, ils doivent vraiment avoir une demande de la part d'une institution officielle qui viendrait contrôler la manière dont ils ont acquis les données. Tout le monde le sait. Il y a d'ailleurs un certain nombre de procès contre OpenAI pour le moment. Il y a eu New York Times, par exemple, notamment parce que les IA génératives vont pomper, aspirer tout le contenu du net, y compris évidemment des choses qui sont protégées par le droit d'auteur, ce qui pose des soucis. Et puis on a récemment Mark Schrems, qui est l'activiste autrichien en vie privée, qui a porté plainte contre OpenAI parce que OpenAI lui donnait une mauvaise date de naissance. Donc, il a demandé de la rectifier, puis OpenAI a dit, ben non, on peut pas rectifier dans une IA. Et donc, il a dit, vous respectez pas le RGPD, donc vous devez arrêter. Donc, on sent que aussi le côté régulatoire par rapport à ça, donc eux, ils continuent effectivement tant qu'ils peuvent, mais bon, de temps en temps, ils vont tomber quand même sur quelques barrières potentielles. Tout à fait. Et c'est là où, effectivement, la posture d'un acteur en standalone, de un, on l'a dit, puis de deux, il faut, en tant que personne, se plonger dedans, en tant qu'entreprise,
former tous les gens à ces outils spécifiques. Et donc, le deuxième niveau, c'est ce que j'ai appelé l'intelligence artificielle générative intégrée. Et donc ça va être effectivement tous les outils qu'on utilise déjà au quotidien et qui intègrent l'AI. On va prendre l'exemple de Copilot, on en a parlé, on va y revenir, mais Adobe Firefly, Gemini chez Google, on a toute une série d'outils qu'on utilise au quotidien. Pour ceux qui utilisent des outils comme Canva, par exemple, pour de la création de contenu social média ou autre, aujourd'hui, ils ont leur fonctionnalité. Même LinkedIn a aujourd'hui sa fonctionnalité pour écrire du contenu. Et j'aurais tendance à dire, on va y revenir après, que il y a plus de chances que ces outils-là arrivent à rendre mainstream l'usage de l'AI que des outils plus spécifiques stand-alone sur un usage particulier. Parce que effectivement, si je dois aller sur ChatGPT pour qu'il m'écrive un post LinkedIn, alors que je peux aller dans LinkedIn et qu'il m'écrive directement mon post et peut-être basé sur les anciens posts que j'ai fait, ce qui a marché et le tone of voice que j'avais et autres, il y a plus de chances que dans l'usage, je l'utilise plus régulièrement. Et donc, c'est ça qu'on voit aujourd'hui. Ces usages, et on va revenir, d'intégrer sont probablement la clé d'entrée pour un usage de masse de la part des consommateurs sur les AI génératives et de deux, qui sont beaucoup plus faciles à réguler et à implémenter dans les entreprises. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une grande majorité des entreprises utilisent des suites Microsoft. Il suffit d'intégrer Copilot Plus. Ou Copilot Pro et d'avoir directement accès dans les outils. Je dois pas me reformer à l'usage d'Excel, j'utilise Excel. Je dois pas mais par contre, je dois apprendre cette fonctionnalité. Et donc, le pas est probablement plus petit. La marche est plus petite pour aller vers ça. Et d'ailleurs, on verra tout à l'heure des différents exemples d'utilisation. Je me tourne naturellement vers Jacques pour cette question qui vient d'arriver de Dominique. Comment savoir si un outil est RGPD compliant, car pas de label et il faut lire toutes les conditions d'utilisation pour tenter de trouver des infos, mais ce n'est pas très transparent. Quels sont vos conseils à ce sujet? Perso, j'anonymise avant d'envoyer un document. C'est déjà un bon réflexe. Mais maintenant, et j'avais fait un webinaire là-dessus il y a quelque temps, si on prend le RGPD de façon totalement intégriste, il faut interdire les liens. Ouais. Ce qui ne sera évidemment jamais possible et comme on dit toujours, quand le droit s'oppose à la technologie, c'est toujours la technologie qui gagne. Donc, il y a eu une intervention du responsable européen de la protection des données qui a dit, je cite, « Nous devrons avoir une interprétation souple du RGPD face à l'IA ». Fermez les guillemets. Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que de toute façon, il faudra faire quelque chose. Donc, il y a plutôt pour le moment des tentatives d'encadrement, notamment au niveau de la CNIL, en disant venez nous voir avant et on va vous aider pour que... Bon, donc, effectivement, ça pose quelques problèmes. Il y a la propriété intellectuelle, il y a le RGPD, il y en a d'autres. Et donc, ça va probablement se réguler au fil de l'eau pour le moment. Et effectivement, en tout cas pour les modèles privés, donc ceux que monsieur et madame tout le monde peut utiliser tout seul, il vaut mieux faire attention à ce qu'on met dedans, clairement. Et c'est vrai que la plupart des gens ne se rendent pas compte. Alors, quand on n'utilise pas des modèles pro, parce que parfois les entreprises ne veulent pas l'utiliser, mais ils laissent leurs collaborateurs utiliser ChatGPT sur leurs outils personnels, ce qui revient même en termes de risque, évidemment. Donc, il y a quand même aussi une prise de conscience à avoir, de dire, mais faites attention quand même à ce que vous mettez comme information dans vos prompts, parce que ça peut effectivement ressurgir plus tard. Ouais, et puis comme ce sont des outils aussi qui évoluent très rapidement, ce qui est un peu tout le contraire de la législation et des régulations, voilà, c'est un peu le conflit qui se passe. Très clairement. Et pour en revenir à cette intégration, aujourd'hui, le troisième niveau, et c'est réservé à une élite. Maintenant, c'est ce qu'on va appeler le stand-alone, c'est la capacité de certaines entreprises à développer leur propre AI. C'est-à-dire de développer leur propre modèle sur base de leurs propres informations, sur base de leurs propres... et pour ça, en fait, on a des entreprises, j'ai rencontré des entreprises qui réfléchissent à ça, mais rien que pour entraîner un modèle, c'est en centaines de milliers d'euros, voire en millions d'euros par jour. Donc, avant de pouvoir rentabiliser ça par la suite, ça va être très compliqué. Et donc, aujourd'hui, il faut bien penser que il y a plein de gens qui travaillent sur plein d'outils et on est sur la rationalisation des outils aussi. Le truc qu'il y a, c'est qu'aller développer sa propre IA, c'est très complexe. Alors, on peut le faire. On peut faire son propre GPT sur ChatGPT, des choses comme ça. Ce sont des formes d'IA propriétaires, enfin, en tout cas, spécifiques sur des données. Mais aller développer son propre projet d'IA, aujourd'hui, ça a très peu de sens pour la majorité des entreprises, à part si elles ont un vrai modèle économique, de nouveau,
intégré à un outil déjà existant. Et c'est pour ça que j'ai pris des exemples comme Accenture, Zalando ou Amazon, qui ont tous les trois, d'une manière ou d'une autre, intégré l'intelligence artificielle générative. Certains, comme Amazon, ils le font pour eux, et comme ils ont toujours fait, ils veulent le mettre à disposition de leurs clients après via AWS, comme ils le font pour plein d'autres outils. Mais à part ça, c'est très difficile à rentabiliser sur son propre business. Je pense pas que si Amazon faisait que de la vente en ligne, ils développeraient leur propre système d'intelligence artificielle. Et donc aujourd'hui, si je dois résumer ça, le truc qu'il y a, c'est que la direction la plus réaliste, la plus terre-à-terre, pragmatique, ce sera probablement la deuxième, qui est l'intelligence artificielle intégrée, qui permet aux entreprises et aux utilisateurs de se retrouver dans un environnement dans lequel ils se sentent à l'aise, de comprendre les tenants et les aboutissants et d'apprendre l'AI dans cet environnement-là. Et on est probablement à un tournant aujourd'hui. J'aurais pas de mal à imaginer que ChatGPT, je parle pas d'OpenAI et de son modèle de langage mais ChatGPT, dans quelques années, n'existe plus sous la forme dont il existe maintenant, c'est-à-dire un outil tout seul. C'est pas pour rien que derrière, on a Microsoft avec Copilot qui est là. Est-ce que demain, OpenAI sera toujours un modèle à destination des consommateurs, ou est-ce que ce sera un modèle plus B2B de développement de technologie et d'intelligence artificielle générative ou autre, au service d'entreprises qui ont des utilisateurs, des outils et autres pour l'intégrer dedans? Ou alors se spécialiser, parce qu'il y a la question de Tanguy qui dit, alors, la comparaison est la suivante. Peut-on comparer un outil comme ChatGPT, un robot de cuisine 10 en 1, face à 10 autres outils de cuisine plus spécialisés et peut-être plus efficaces? Donc, en résumé, pour les pros, il faudrait peut-être attendre les outils qui serviront vraiment à réaliser une tâche précise, importante. Ouais, j'irais dans l'autre sens, c'est que effectivement, on va avoir d'un côté un je suis tout à fait d'accord. ChatGPT, c'est effectivement l'outil 10 en 1 pour monsieur et madame tout le monde. Mais monsieur et madame tout le monde, ils utilisent une ou deux fonctionnalités dessus. J'ai aussi un robot machin, voilà. Mais à côté de ça, on a en parallèle toute une série d'outils qui commencent à se spécialiser et d'être plus spécifiques sur un domaine ou un autre. La vidéo, on a parlé de Sora ou des choses comme ça, mais qui est à mettre dans les mains de gens qui ont la compétence pour le faire. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on met tout dans le même sac en disant et ChatGPT et tous ces outils et n'importe quel autre outil d'AI, tout est c'est une espèce de grande soupe. Et ce qu'il faut, c'est arriver un peu à décortiquer en disant, OK, on parle pas des modèles logiques ni discriminatifs, mais on parle du génératif. Dans le génératif, on parle pas de la partie standalone, la partie, on parle de la partie intégrée, par exemple, et de savoir de quoi on parle pour prendre des bonnes décisions. Et effectivement, aujourd'hui, on va avoir des spécialistes qui peuvent aller utiliser des outils très spécifiques, mais mettre ça dans les mains de monsieur et madame tout le monde, ça va leur prendre des jours, des semaines, voire des mois pour arriver à appréhender toutes les possibilités. Ils auraient eu plus facile de le faire par eux-mêmes. Alors, on va voir maintenant, tu parlais de tout ce qui était intégré, Copilot, des premiers de Microsoft. On va peut-être voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais en fait, l'idée, c'est que, pourquoi je prends Copilot? Parce qu'aujourd'hui, c'est, à mon sens, l'une des portes d'entrée les plus grandes chez monsieur et madame tout le monde. C'est-à-dire que Microsoft est utilisé quand même par beaucoup, même si moi, je suis sur Mac. Le truc qu'il y a, c'est que Microsoft fait partie de la vie et la suite Microsoft fait partie de la vie des consommateurs. Et donc, effectivement, ils sont clairement positionnés comme le compagnon AI. Et ne vaut pas comme un outil, mais comme un compagnon qui vient se greffer en complément de ce qu'on fait. Alors, il y a une petite vidéo introductive. Je vais la diffuser. Vas-y, je t'en prie. Le son, et on se retrouve, du coup, juste après cette petite vidéo. À tout de suite. Microsoft Copilot is going to change the way you get things done. Built to boost your productivity and spark creativity. It's your everyday AI companion. Ready to lend a hand in Microsoft apps and services you already know. Like here, over here, yep, and here. A great place to start? Copilot.microsoft.com. Copilot can help you create in so many ways. Coding a website, writing a paper, or a bedtime story, personalized for a special 5-year-old. Ooh, I like that. Then you can bring that imagination to life. Cool. Copilot can do some amazing things at work, too. Like helping you get caught up after a 2-week vacation. Call out any action items for me. Okay? Or to quickly find answers
in a big file. What are the deadlines mentioned in this doc? Nice. Wherever you are, Copilot is ready to lend a hand. And whatever you need help with, know that your data is protected. Copilot only has permission to see and use what you have permission to see and use. Change the way you get things done with Copilot. Donc on le voit ici, ça parle aussi du fait que il n'a accès que à ce qu'on lui donne et qu'il ne récupère pas, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les données. Mais ici, ce qu'on voit, c'est principalement la partie Copilot online. Donc c'est l'équivalent, le pendant de ChatGPT en version Microsoft. Mais en fait, la vraie intégration, c'est dans les outils qu'on utilise au quotidien. Et donc toutes ces fonctionnalités qu'on a vues, qui sont de pouvoir uploader un document et autres, c'est un peu fastidieux. On dit ok, mais je dois aller chercher mon document, je dois aller. Mais en fait, la vraie facilité pour les consommateurs, c'est d'utiliser, ou les usagers, c'est d'utiliser Copilot Pro par exemple. Alors on voit des entreprises qui commencent à l'utiliser, dans lequel en fait je peux directement dans mon outil utiliser les fonctionnalités. On peut voir un exemple. On va mettre la vidéo sur Word du coup. Tout à fait. On peut voir un exemple très clair de comment l'utiliser. I need to brainstorm some taglines for our company, so I'm going to ask Copilot for some ideas. Focused on inclusive design. And see what we get. Nice. Good start. Okay, let's try something a little more specific. This time, I'm going to reference our company overview right in Copilot. And go. Now I can pick a favorite and get even more ideas. Just highlight, rewrite, and Copilot gives me options. Nice. Not today, writer's block. Donc on voit que effectivement là, de nouveau d'un point de vue marketing ici, puisque c'est un peu le sujet du jour. Marketing. Mais de nouveau là, l'idée ça va être de dire ok, je dois pas aller dans un outil, je peux commencer à, et on va voir plus en détail après, mais je peux uploader mon fichier, je peux sur base d'un certain nombre de choses, on va le voir après, mais le nourrir, interagir, garder les fichiers sur mon PC, je vais pas commencer à aller dans une conversation et autres. Pour ceux qui ont déjà utilisé un peu de ChatGPT, ah oui, j'avais posé la question, il faut que j'aille retrouver un dans lequel c'était, machin. Ici, en fait, ça s'intègre de manière fluide dans mon usage au quotidien et ça permet on le voit, de facilement le tester. Et nouveau, comme pour tout, les gens ne vont pas devenir experts dans l'usage de l'AI du jour au lendemain, comme ils l'ont pas été avec un téléphone ou avec les réseaux sociaux ou avec n'importe quelle autre évolution technologique. Mais à partir du moment où ça apparaît dans le quotidien, j'ai l'impression que ici, Microsoft est potentiellement déjà dans cette courbe, ce plateau de productivité, c'est-à-dire qu'il arrive déjà plus doucement à créer de la valeur directe pour l'utilisateur sans lui demander trop de travail, quoi, sans lui demander trop d'efforts avant d'arriver à un résultat et de s'intégrer dans ce qu'il fait au quotidien et que ce soit pas une tâche à côté qu'il doit chaque fois ramener au quotidien. Et donc ici, on l'a vu avec un Word qui permet d'avoir de l'inspiration, de faire un briefing, de trouver des taglines et des choses comme ça. Mais bien en PowerPoint, par exemple, alors j'aurais pu prendre Excel, les mails et autres, mais ici, on parle ici du profil de gens qui travaillent peut-être un peu plus dans le marketing. Je vais prendre un exemple ici de ce que PowerPoint peut faire. Use Copilot in PowerPoint to create a branded presentation from a file. Open your company's template or an existing presentation. We'll open Copilot and select Create Presentation from File. We'll select the Word document we want to use as the basis for the presentation. You can also use a PDF. In the prompt box, we select Send. We've already made a copy of our presentation, so we'll tell Copilot it's okay to make changes to this presentation. While it works, Copilot displays the outline of the presentation it's creating. And here's my branded presentation.
ready for fine-tuning. Copilot even added speaker notes. Nice touch. Et donc, de nouveau, ce qu'on voit, c'est que ça m'aide. J'ai un fichier Word à présenter avec mes idées marketing, et en fait, ça le met en forme. Ça me met même du texte qui permet de dire ce que je dois dire par rapport à ça. De nouveau, si on reste dans l'état de dire moi je fais ça, je clique et je veux qu'il me fasse ma présentation, c'est pas le bon usage de l'AI, parce que le but, c'est un point de départ. C'est-à-dire que ça doit m'aider à dire, OK, j'ai fait tout un texte, j'ai fait toute une réflexion, je veux que facilement soit intégré. Alors, ce qu'il faut évidemment ici, en l'occurrence pour que ça marche, c'est qu'il faut un template. Donc, il faut quelques slides avec des placeholders pour qu'il puisse l'utiliser. De nouveau, il va pas inventer. Il peut inventer tout seul, mais alors pas dans les guidelines de la société. Donc, de nouveau, il faut savoir l'utiliser. Il faut dire, OK, si je lui mets pas de guidelines, il va pas savoir comment me faire une présentation qui est aux couleurs de ma société. Ici, j'ai pris une présentation de ma société avec le bon template. J'ai les différents éléments. Il peut facilement. De nouveau, c'est le travail un peu chiant et réverbatif à la base. Ouais. C'est le côté, je vais m'amuser à aller mettre tous les éléments, copier le texte, les mettre avec la bonne typo. Ça, il peut le faire pour moi. Par contre, le contenu, c'est moi qui viens le nourrir. Et puis, je peux lui demander de m'aider sur des aspects, d'aller chercher des chiffres sur un domaine spécifique, une étude, d'aller m'inspirer sur telle ou telle thématique. Mais tout ça peut être fait dans Word, dans la réflexion, et dans PowerPoint pour le mettre en place. Et là, ça fonctionne, en fait. Pourquoi? Parce que les gens font de l'AI sans savoir, quelque part. Donc, ils ont des outils, ils les utilisent, ils sont simples, ils sont user-friendly, et donc, why not? Ma perception, c'est que c'est ça, la courbe de productivité, c'est que c'est quand c'est intégré à ce niveau-là. Alors ici, c'est des usages simples. Les gens qui utilisent l'AI beaucoup au quotidien vont dire, ouais, c'est nul ça, c'est du Word, c'est pas du marketing, c'est pas. Si on prend le métier d'un marketeur au quotidien, 80% de son temps, c'est ça. C'est faire des présentations, trouver des. Alors, il y en a certains qui vont le produire. Alors, ça, c'est des graphistes. Et là, ça devient des spécialistes. Et ils peuvent utiliser ces outils-là pour les aider, pour s'inspirer sur des palettes de couleurs, mais avant d'arriver à faire un visuel qui représente exactement l'entreprise avec ses codes, avec les bons baselines, dans l'univers, avec ça se fait pas en 2 coups de cuillère à peau. Exactement. Ça va demander du temps. Il y a des outils qui sont plus aptes à le faire, mais si vous devez le faire sur Midjourney, honnêtement, bonne chance. On voit pas mal j'avais fait une présentation chez un client qui disait ouais, mais dans notre domaine, il y a telle marque de boisson qui a annoncé avoir fait sa première publicité avec l'AI. Je dis tiens, c'est marrant. Et puis en fait, quand je creuse, c'est une société de boissons, donc ils doivent verser le produit dans le verre et ci et ça. Tout ce qu'ils ont fait, c'est générer une image dans le fond en AI, et ils l'ont pas animé en AI. Mais le verre, le shooting du verre, de la bouteille et du fait de verser, ça a été shooté. C'est pas l'AI qui l'a fait. Donc, oui, le background a été fait en AI. Super. Mais c'est juste des effets d'annonce pour dire, on a utilisé l'AI, on peut faire ça grâce à l'AI. Honnêtement, t'aurais pris un stock de photos, t'aurais tapé derrière. C'était la même chose, hein. Donc, je vois dans les questions, parce que ces vidéos ont suscité pas mal d'intérêt. Je ne vois pas Copilot dans les compléments add-on que je peux ajouter dans Word, et c'est normal, mais tout dépend un peu de la licence que vous utilisez sur Microsoft. Parfois, toutes les il faut prendre la licence Copilot Pro, qui coûte $20 par mois ou 20 € par mois, plus ou moins. Ça doit être pris par l'entreprise si c'est un Microsoft entreprise. Mais voilà. Après, vous pouvez déjà utiliser copilot.microsoft.com dans lequel vous pouvez faire ce genre de choses, mais qui n'apporte pas la facilité d'être intégré dans les outils. Mais il peut analyser, il peut sortir des données et autres de documents qu'on lui propose. Et voilà, Dominique dit, faut-il également, dans le cadre de l'exemple, structurer les niveaux de titres en Word? Voilà, c'est comme tu l'as dit, il faut faire le travail. Oui et non, même pas. Il peut arriver à le faire. On ne doit pas spécialement le faire, mais effectivement, au plus je vais préparer le travail, au plus lui il aura facile d'en faire des titres et des sous-titres et des choses comme ça. Mais on peut dire, ok, moi j'ai tapé des choses, je le passe dedans, et puis je vois ce qui sort et je le mets à jour dedans. Il faut vraiment sortir de cet imaginaire un peu collectif que je vais taper une phrase et il va tout me sortir. Et il va faire des choses. Il va faire des choses. Il va faire quelque chose. Mais est-ce que c'est utile, pertinent, cohérent? Est-ce que ça a de la valeur? Est-ce que c'est bon? C'est ce que j'ai besoin? Mais tu sais qu'il y a un truc dans le domaine de l'édition qui est intéressant. Par exemple, si tu dis, tiens, j'ai envie d'écrire un bouquin sur l'IA et tu vas demander à ChatGPT d'écrire des trucs, ça va être bof. Par contre, transformer un livre en livre audio, ça prenait avant 4-5 jours. Il fallait quelqu'un qui le lise et quand on enregistrait. Maintenant, ça prend 2 heures. Ouais. Donc là, tu as des outils qui sont utilisés parce que c'est facile, ça te fait gagner du temps et c'est facile à faire. À partir du moment où tu vas rentrer dans la technologie,
il y a déjà plus qu'une petite partie des gens qui sont eux-mêmes des spécialistes et qui, pour les utiliser correctement, vont devoir avoir une compétence. Mais je vais prendre l'exemple du livre audio. De nouveau, et je ne connais rien à ce monde-là, mais je transpose à d'autres domaines du marketing. Si demain, je fais un livre audio avec un livre sur base d'un outil, je vais avoir un audio qui est bien, voilà. Mais j'aurai pas André Dussolier qui vient faire la voix off et qui apporte ses intonations et de nouveau, ça dépend du produit qu'on cherche. Ça dépend du résultat qu'on cherche. On peut facilement transposer un livre en livre audio, mais ça restera un livre audio qui sera peut-être pas aussi agréable à écouter que si j'avais un professionnel de nouveau, si demain, je transforme des livres en livre audio qui n'auraient pas été transposés en livre audio parce que pas les budgets, là, ça crée de la valeur. Mais si c'est pour aller dire, je vais remplacer tous les gens qui font du voice-over parce que l'AI peut le faire, c'est probablement un mauvais calcul parce que oui, ils vont gagner du temps tout de suite, mais probablement que les gens qui écoutent et qui aiment bien écouter des livres audio vont se désintéresser de ces livres audio-là parce qu'en fait, ce qu'ils recherchent, c'est pas uniquement le fait que ce soit audio, c'est aussi l'intonation, la manière dont les gens parlent et des choses comme ça, et pas une voix peut-être un peu robotisée, même si elle l'est de moins en moins. Et donc, de nouveau, c'est une balance à trouver entre le résultat qu'on va avoir, ce que ça crée comme valeur, ce que ça remplace par rapport à avant. Dominique nous demande par rapport à la rédaction, création, quid des droits d'auteur. Ça, c'est un vaste sujet. On parlait tout à l'heure du logo. C'est pour toi, qui regarde ce tour. On verra un webinaire sur le sujet. Pour faire court, il y a des problèmes de droits d'auteur sur l'amont, c'est-à-dire au moment où les IA génératives vont scroller. Donc, ils prennent sans autorisation. Donc, il y a déjà les accords qui sont en train de se négocier et quelques procès en cours entre OpenAI notamment et certains éditeurs comme New York Times, Hachette par exemple. De l'autre côté, au niveau de la création, en fait, il y a une décision d'un tribunal américain qui était intéressante où le juge disait, en fait, quand c'est un outil et qu'il y a de la création, ça peut être protégé, ça peut être copyrighté. Et l'exemple qu'il donnait que je trouvais intéressant, c'est dit, voilà, un peintre a un pinceau. C'est pas le pinceau qui peint Van Gogh, c'est Van Gogh. Et donc, s'il y a un créateur qui va utiliser des outils d'IA pour faire quelque chose qui a une véritable création, ça peut être protégé. Et dernière chose, c'était un gars qui voulait faire un brevet pour un créateur d'images en IA. Et donc là, les tribunaux ont dit, non, l'humain, il est pas dedans du tout. Ouais. Donc, quand c'est un robot ou une IA qui a intégralement fait la création, là, c'est pas protégeable puisque il faut une intelligence humaine quelque part derrière, pour le moment. Voilà, de toute façon, ça c'était un large sujet, on l'a bien compris. On a parlé des outils de Microsoft, mais il y a d'autres suites. Oui, j'ai pris un ou deux autres exemples complémentaires, justement. On va regarder un petit peu avec Adobe. Adobe Firefly, alors de nouveau, c'est pour, ici, il y a un peu plus des experts, mais Photoshop, Illustrator ou autres sont des outils qui sont largement utilisés dans l'industrie, type marketing et autres. Et parfois, j'aime bien utiliser cet exemple-là parce que les responsables marketing travaillent avec des partenaires, des agences, des graphistes et autres, et ils disent, maintenant qu'il y a l'AI, on n'a plus besoin d'eux, on sait le faire, ou pire, ils vont dire le graphiste maintenant ça lui prend plus autant de temps de faire des trucs grâce à l'AI. C'est pas si facile que ça. De nouveau, ça permet de faire des choses, et je voulais montrer l'exemple de Firefly. De nouveau, oui, plutôt que d'utiliser Midjourney, dans lequel j'ai un programme spécifique où je peux après je dois aller le retoucher, mais jouer avec les calques et ci et ça, c'est plus compliqué. Ici, j'ai toutes les fonctionnalités de Photoshop en intégrant les possibilités de l'AI. Et ça c'est là où la complémentarité, je rajoute la compétence du graphiste ou du créateur, les fonctionnalités de Photoshop et les possibilités de l'AI, c'est là la tripartite qui est intéressante. Mais on peut voir un exemple, l'exemple des possibilités qui sont offertes ici aujourd'hui.
Comme on le voit, l'outil permet d'améliorer des fonctionnalités qui sont présentes dedans, qui permet de faciliter la vie aux graphistes, d'inspirer. Donc je reviens de nouveau avec ce point de dire c'est un point de départ et pas une finalité. C'est-à-dire que demain, si j'ai une marque avec mon logo, mes couleurs et ci et ça, oui, il peut être dans les bleus, il peut être dans les ci, il peut être dans les ça, mais il sera jamais le bleu exact. Même si je lui demande d'avoir le bleu exact, il y a encore des chances qu'il va aller utiliser un autre, des dégradés que je peux pas. La typo, ça peut être compliqué. Alors justement, par exemple, quand on utilise un Midjourney ou d'autres, la gestion des typos, c'est parfois compliqué. Dans Photoshop, c'est plus facile parce que je peux avoir différents layers et autres. Donc, voilà, de nouveau, ici, c'est un outil même intégré. C'est pas que je dis, je veux une pub pour ma marque et il le fait tout seul. C'est quelque chose qui est itératif et qui nécessite quand même une compétence de base qui est alors de nouveau, si je veux une idée, on l'a vu pour une carte d'anniversaire pour ma fille de 6 ans, c'est super parce que je mets une photo de ma fille et il va faire un truc, c'est génial. Mais avant ça, je savais pas utiliser Photoshop, je savais pas utiliser Paint et j'aurais fait un collage dans Word. Donc c'est mieux, ça a amélioré. Mais par contre de là à dire que pour une campagne abribus ou TV ou autre, ça va remplacer le métier, la compétence en elle-même totalement. Non, ça va l'aider, ça va l'accompagner, mais je ne pense pas que demain on peut se passer de graphiste et autres. Et on le voit, il y a des sociétés qui ont commencé à migrer vers l'AI et l'ensemble de la création de leur contenu. La qualité des contenus qu'ils font est moins qualitative. À côté de ça, on a des contre-exemples comme Heinz qui a lancé une campagne basée sur l'AI avec. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, on revient au modèle de l'AI. C'est-à-dire que le modèle, c'est avoir beaucoup de données. Heinz est très connu et a énormément de visuels de sa bouteille. Donc, en fait, c'est facile pour Heinz de transposer ça. Faites-le pour une marque belge pas hyper connue. Il y a aucune chance que la bouteille ait la bonne forme et que le logo ait la bonne tête et même là, chez Heinz, il y a encore un retravail des graphistes et l'idée à la base, elle vient de créatif qui est de dire, tiens, on va utiliser l'AI pour ça et on va utiliser comme ça. Donc, c'est un outil dans la chaîne. C'est pas l'outil qui remplace tout. Et alors, on va voir un petit dernier avec Gemini qui, lui, est de Google. Exactement. Et de nouveau, dans la même dynamique que Microsoft, pour pas laisser la part belle qu'à Microsoft. Alors, chez Gemini, c'est déjà beaucoup plus intégré au quotidien. On l'a vu dans les recherches, par exemple, où on peut entourer une photo et autres. C'est une forme d'intelligence, pas générative, mais quoique. Il y a probablement des formes de modèles derrière qui sont utilisés aussi là-dedans. Mais après, comme Microsoft, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent les suites de Google, mais aussi les outils de Google, comme par exemple Google Ads, comme les différents autres outils de Google de tracking et ci et ça. On peut s'imaginer la facilité d'avoir un Google Analytics qui intègre l'AI et qui va dans mes données plutôt que de devoir lui uploader un CSV et demander d'analyser, il sait pas vraiment le contexte. Ou la même chose avec mes campagnes dans lesquelles d'un côté j'ai sur ChatGPT qui me demande chez qui je peux demander le fait de me faire des annonces pour Google, et puis je dois demander un ciblage, et puis je dois aller le setuper dedans. Donc oui, mais en fait intégré dans Google, il y a de chances que ce soit intégré. Et donc si on regarde, la base c'est effectivement comme chez Microsoft, on va avoir des choses assez simples qui permettent de dire tiens, génère-moi une image, génère-moi un texte. Et on va avoir des possibilités, il va nous proposer des choses. Mais nouveau, après, on peut choisir le style. On voit que les fonctionnalités évoluent. C'est-à-dire que je peux commencer à choisir un style plus photo qu'un style plus cartoon et des choses comme ça qui me permettent de venir nourrir ma présentation. Aujourd'hui, de nouveau, c'est dans l'outil directement. Donc, c'est-à-dire que je dois pas aller sur un outil de création d'image et puis copier, l'uploader, ci et ça. Non, en fait, c'est plus simple. C'est intégré à l'usage que j'ai. On a plein de sociétés qui utilisent la suite Microsoft pour ça, la suite Google pour ça. Et donc, Gemini est intégré dedans. Après, au fur et à mesure, on va avoir des outils qui vont sortir. Comme Apple a commencé à annoncer l'arrivée de l'AI. Alors, pour l'instant, on peut créer des emojis grenouille cowboy. C'est super. Mais là, le vrai avantage, c'est comment ça va s'intégrer dans mon calendrier, comment ça va s'intégrer dans mon répertoire photo, comment ça va s'intégrer dans... Donc, tout ça, c'est ça qui va créer de la valeur dans les outils que j'utilise déjà. Je vais pas aller réinstaller une app, réuploader toutes mes photos qui sont dans mon cloud d'Apple parce que j'ai déjà un stockage là et autres. C'est compliqué.
Par contre, il y en a qui vont le faire et qui vont avoir un super résultat, mais ça demande une démarche personnelle qui est beaucoup plus importante. Et on voit qu'aujourd'hui, ma perception, c'est que c'est l'usage et l'intégration de l'AI dans les outils qu'on utilise au quotidien qui va permettre à un moment de faire que ce soit adopté et que y ait une grande utilisation et d'avoir aussi un modèle économique probablement par rapport à ça. Et donc, j'avais envie de résumer un petit peu, voilà, qu'est-ce que je dois savoir de tout ça. Pour moi, le premier point, surtout au niveau marketing, c'est que c'est un point de départ et pas une finalité. C'est-à-dire que on demande à l'AI de nous aider dans certains aspects et qui permet de nourrir ma réflexion, de me donner des exemples graphiques. On l'a vu, générer des images ou des choses comme ça. C'est pas l'image finale que je vais publier. C'est de l'inspiration. Ah tiens, j'aimerais bien un truc comme ça, tiens, m'inspirer. Ah oui, c'est pas mal ça, non, ça irait pas, ça irait. La même chose dans du texte, la même chose dans des idées de campagne, des idées d'inspiration texte, visuel ou autre. C'est un point de départ, mais après, c'est Alexandre Astier qui disait ça, c'est que donc celui qui a créé Camelot qui disait si tu as peur que l'intelligence artificielle remplace ton boulot, c'est que la valeur que tu crées n'est pas suffisante parce que l'AI ne génère pas autant de valeur qu'un être humain peut créer. Et donc, il y en a qui vont s'offusquer et dire ouais, mais c'est insultant pour les gens dont le métier sera remplacé par l'AI. Non, c'est que il y a différentes dimensions et donc effectivement, le but c'est d'enlever la pénibilité et donc ça effectivement, mais dans des métiers marketing, l'idée, c'est d'enlever la partie monkey job, la partie recherche, la partie mais de se focaliser, d'avoir plus de temps sur la création de valeur. Alors certains vont dire ouais, c'est encore, on va nous demander plus. C'est une dérive, mais c'est pas l'objectif de base. Ouais. Ça, c'est à partir du moment où ce sont des outils qui vont simplifier la vie, mais ça veut dire qualitativement, ça peut, idéalement, ça va aller vers le mieux. Ça, au niveau marketing, clairement, ça donne des outils aux marketeurs pour proposer des trucs, mais ça va pas les remplacer. Je crois que les agences ont encore de beaux jours et les créatifs ont encore de beaux jours devant eux. Et au niveau du public, en fait, c'est plus en leur disant, tiens, on a un PowerPoint 4.0, presque sans leur dire qu'il y a de l'IA, que tout le monde va l'utiliser parce que c'est mieux. Je dis, quand on a une adaptation de l'iPhone ou de l'iOS, on le fait, on peut dire qu'il y a 2-3 trucs en plus qu'on peut utiliser en 2 clics facilement. Et c'est un peu ça le problème, tu l'as bien relevé tout à l'heure, c'est que à partir du moment où ça demande des efforts à monsieur et madame tout le monde de dire c'est compliqué, mais non, on a tellement habitué à du plug and play que voilà, il faut que ça marche tout de suite. Tout à fait. Que quand c'est technique, ça ne marchera pas. Ça va rester pour les spécialistes, ça va probablement générer plein d'autres trucs, mais il va y avoir probablement une dichotomie entre des outils pour professionnels, notamment en marketing, dans lequel il y aura des trucs super qui seront utilisés par des graphistes. Tu parlais tout à l'heure de Photoshop. Tout le monde n'utilise pas Photoshop et les graphistes utilisent très bien. Ouais, c'est un super outil, mais c'est un outil technique. C'est ça. Et de nouveau, ça va permettre de développer la compétence des gens qui savent utiliser déjà l'outil avec de nouvelles fonctionnalités, comme si on a rajouté le pinceau ou là on a rajouté une dimension AI qui porte sur beaucoup plus large, mais qui n'est qu'un outil en soi. Et donc, c'est un point de départ et pas une arrivée ou une finalité. On a parlé un peu de l'hallucination, mais c'est une réalité aujourd'hui. Comme on a parlé du modèle mathématique, aujourd'hui, mais en fait, comme il ne comprend pas ce qu'on lui demande, alors les modèles évoluent, mais à ce stade, la plupart des modèles ne comprennent pas. Ils voient juste du texte qui transforme en vecteur mathématique, et puis ils vont chercher dans leur base de données, qui n'est pas une base de données, de l'information et de voir laquelle colle le plus, et puis il la ressort. Donc ça veut dire qu'il hallucine. C'est comme par exemple, j'avais utilisé cet exemple la fois passée, mais c'est si on lui demandait, maintenant ça a été corrigé, mais si on lui demandait qui a les plus gros œufs, la vache ou la poule, il va dire la vache. Et il va pas réfléchir en disant la vache fait pas d'œufs. Et en fait, il y a une espèce de vision qui est intéressante de dire ok, est-ce que j'ai besoin que ce qui sort soit 100% vrai? Oui. Ok. Est-ce que j'ai l'expertise pour identifier ce qui est vrai et ce qui est faux? C'est ça aussi qu'il va remettre en avant. C'est de parler de valeur ajoutée, la valeur humaine. C'est l'expertise, c'est être expert dans ce domaine et l'esprit critique. Ouais. Et donc, si j'ai la capacité d'identifier ce qui est vrai ou faux, ok, je peux l'utiliser. Mais si pas, je dois pas utiliser l'AI. Et de l'autre côté, si j'ai pas tellement besoin que ce soit vrai, mais que ce soit des grandes dimensions et autres, je peux l'utiliser et voilà. Mais si j'ai besoin que ce soit vrai et que j'ai pas la capacité de savoir si c'est vrai ou pas,
il y a un vrai risque avec l'AI. Mais c'est le seul risque. Enfin, le seul. C'est la seul moment où, si il y a des fautes, mais que je suis capable, je peux l'utiliser, mais je dois garder cet esprit critique et cette distance par rapport au fait que, attention, il y a peut-être des fautes. Moi, je l'ai vu, j'ai fait des demandes en disant, tiens, je cherche le truc, c'était des influenceurs sur tel et tel domaine et autres. Il m'a sorti une liste d'influenceurs. Et je lui dis, donne-moi les 2 posts qui ont le mieux marché. Il m'a sorti des posts. Quand je clique dessus, ils n'existent pas. Ni l'influenceur, ni les posts. Ouais, tout à fait. Donc, c'est une réalité. Mais j'ai la capacité d'aller voir et pas juste faire un copier-coller, aller présenter ça à quelqu'un et quelqu'un derrière va dire, en fait, c'est bullshit, tout ce truc-là, ça n'existe pas. Ouais, et même certains trucs plus simples. Je regardais une page l'autre jour où c'était, il y avait autant d'employés sur la page. Je lui ai dit, tiens, dans cette entreprise, combien y a-t-il d'employés? Il me dit 64, j'ai recompté moi-même par 2 fois, il y en avait 59. Donc, tu vois, faut, comme tu dis, vérifier soi-même. Faut être capable de vérifier. Et il faut savoir ce qu'il est capable de faire ou pas. Et ça, je pense que c'est l'adoption que les gens vont avoir de l'outil qui va leur permettre au fur et à mesure, l'éducation à l'usage va leur permettre de comprendre qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui est pas faisable. Et je me tourne du coup vers notre professeur. Inculquer l'esprit critique va être d'autant plus critique et important que jamais. Mais c'est vraiment un truc sur lequel d'ailleurs pas mal d'universités, d'écoles sont en train de travailler pour le moment, notamment sur la critique par rapport à ça. Et prendre un exemple, dans mon cours de stratégie digitale, depuis 2022, je les oblige à utiliser ChatGPT, donc il y a une obligation de poser des questions et une obligation aussi de critiquer la question derrière. C'est-à-dire, vous avez eu ça comme réponse, ok, et ça vous dit quoi? Et est-ce que vous avez vérifié? Alors on a déjà avec Perplexity, par exemple, pour des recherches, Perplexity cite les sources, donc on peut déjà aller voir, donc ça leur donne un peu le réflexe par rapport à ça. Mais c'est clair que je dirais pour le côté grand public aussi, c'est le côté fake news. C'est qu'aujourd'hui, il y a des vidéos qui sont tellement bien faites. J'ai fait un test avec mes étudiants de Liège il n'y a pas tellement longtemps. Je leur ai montré 20 fake news ou pas. Et la majorité, on a identifié 4-5. Quoi. Parce que c'est bien fait. Et donc, il y a vraiment un côté esprit critique qui est important. Et le raisonnement que Cédric montrait, justement, est-ce que j'ai le temps de, etc., les gens ne font pas ça. Et donc, on est dans une période électorale, on a des messages, aux États-Unis beaucoup, chez nous un peu moins, c'est parce que les partis n'ont pas les moyens d'investir, mais globalement, c'est compliqué de voir si le message est correct ou pas, quoi. Ouais, c'est une éducation un peu comme les fake news, comme c'est la même chose avec le contenu de l'AI, c'est OK, garder cette distance, mais c'est quelque chose qui va venir au fur et à mesure. Ce qui est intéressant de voir, c'est que on a une population qui est de plus en plus accoutumée au digital et autres, tous les jeunes et autres. Je suis pas sûr qu'ils aient l'esprit critique aujourd'hui, donc il faut les former. Mais cela dit, ils vont être, je l'espère, plus sensibles à ça et plus aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, de cette potentialité-là. Alors, on avance dans ta présentation, parce qu'il nous reste un peu moins de 10 minutes. Tout à fait. Touche à ça. Mais effectivement, ce qu'il faut voir aussi, c'est la source de données. Donc, effectivement, on va arriver à un moment où toutes les données sur Terre auront été traitées. Donc, à un moment, on va arriver à un plafond. C'est-à-dire qu'il y a un an, il y avait cette guerre de « ouais, mais moi j'en ai 400, et moi j'en ai 800, et moi j'en ai 1 million, et moi j'en ai 2 millions, et moi j'en ai 1 milliard. » Et en fait, à partir du moment où c'est trop gros, c'est impossible à appréhender. Donc, qu'est-ce que ça reprend, qu'est-ce que ça représente, d'où vient l'info et autres. Tout ça, c'est un enjeu. Et donc, il faut être bien conscient que les données qui vont ressortir, les réponses qu'on va recevoir sont basées sur les données qui ont été intégrées dedans. Si on n'a pas une vue claire de quelles données ont été intégrées dans le modèle, chez ChatGPT, OpenAI ou autre, en fait, on n'est pas conscient des biais. Donc ça, c'est aussi une dimension qu'il faut dont il est important de tenir compte. Et donc, dans l'intelligence artificielle générative, il y a le contenu qui a été scrappé, plus le contenu que nous on peut rajouter. Effectivement, dans les outils intégrés, on peut rajouter du Word, du Excel, du ci et ça. Mais ça va permettre de recentrer l'info et de recentrer les retours sur base d'une réalité qui est la mienne. Et c'est là où effectivement, il faut faire attention à ça, pas juste dire ah ouais, mais il va comprendre. Non. Il faut pouvoir intégrer un contexte. Et puis, on l'a dit plusieurs fois, c'est pas un spécialiste. Je pense qu'on l'a compris. Exactement. C'est pas un spécialiste, mais par contre, on peut le faire agir comme un spécialiste et on va le voir rapidement. Et pour ça, il faut lui demander. Donc, bullshit in, bullshit out. Si je lui demande des trucs nuls, il va me sortir des trucs nuls. Et donc, pour ça, il faut apprendre. Et ça, en plus de l'esprit critique, je pense que la deuxième dimension qu'il faut impérativement apprendre, c'est la capacité à lui demander des choses et sous quelle forme. Et je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est ce qu'on appelle le prompt engineering, c'est de dire, OK, comment je pose une question? Qu'est-ce que je lui demande? Il y a une manière de faire pour avoir le meilleur résultat. J'ai essayé de résumer ici, en tout cas, les grandes dimensions, c'est
lui demander ce qu'on veut qu'il fasse, dans quel contexte, quelle tâche on veut qu'il exécute, les limitations qu'on veut lui donner, et puis d'autres détails qui viennent compléter. Et pas juste dire, crée-moi une image avec un canard dans un... Mais je veux avoir quelque chose de plus... Et donc, je vais juste passer rapidement, vous aurez les slides, mais je lui dis, OK, ben, agis comme un expert marketing. Et là, je centre déjà. Je veux qu'il se développe comme ça. Ou je peux dire, agis comme un professionnel de la santé, ou agis comme un spécialiste du légal, ou un responsable data, un DPO. Et puis, je lui dis, ben, je suis une entreprise, dans une entreprise... je cherche à identifier des cibles potentielles. Et puis je lui dis ce que je veux faire, c'est de définir les bonnes personas de clients que je veux arriver à toucher et de comprendre leurs habitudes digitales. Et puis je voudrais identifier les 2 types de clients principaux et leurs intérêts. Et puis là je rajoute du détail, je me fais focaliser sur les canaux digitaux, je lui donne un peu de détails. Et là il va me donner 2 types de profils. Et là, je vais commencer à rajouter des détails complémentaires. Je vais dire, OK, pour chacune des personnages, je voudrais que tu me développes une stratégie digitale. Il va me donner des canaux. De nouveau, ça ne remplace pas un expert digital. C'est-à-dire que comme pour le graphiste qui va sur Midjourney ou sur ChatGPT, où on parlait du légal là tantôt, si je demande des conseils légaux, un juriste va dire, ouais, c'est basique. Mais pour quelqu'un qui a aucune notion, c'est intéressant ou ça peut donner un point de départ pour la réflexion. Et donc, derrière, pour les 2 cibles, il va me donner ça. Et je vais dire, quel type de message tu ferais? Donne-moi un exemple en image. Puis il me donnait un truc. C'est pas dingue. Donc je dis, je raffine. Je dis, tiens, j'aime bien la 2e image. Est-ce que tu peux me créer 2 exemples? Et donc là, on commence à avoir quelque chose qui est un peu plus poussé et qui commence à tenir la route. Par contre, je vais pas pouvoir faire toute une campagne à Bruxelles. Ça peut être un post sympa sur Instagram avec un petit message sur la cible, avec un peu de budget média. Mais toujours est-il que, voilà, ça me donne un résultat qui est sympa. Mais si j'avais une idée précise en tête, j'aurais pas pu arriver à ça. Et donc, l'idée est de dire, on doit lui dire comment agir, lui donner du contexte, des tâches, des limitations et quelques autres détails qui permettent à l'intelligence artificielle générative d'un moment savoir dans quel contexte on est et qu'est-ce qu'on attend de lui. Et du coup, qu'est-ce que c'est la suite après ça finalement? Je pourrais, j'ai 1 ou 2 exemples de sociétés qui l'intègrent. On voit aujourd'hui des entreprises comme Coca-Cola, par exemple, qui intègrent, qui font des partenariats. Mais non, ils font des partenariats. C'est pas qu'ils font un training de formation en interne. Ils font un partenariat avec OpenAI sur ChatGPT, avec DALL-E sur la génération d'images. Ils ont un vrai projet international. Comment est-ce que ça va se concrétiser au regard de leur partenariat ou de leur travail avec les agences? Voilà. Mais à côté de ça, on a d'autres entreprises qui vont utiliser des outils comme ChatGPT, mais en fait, ils utilisent la technologie derrière ChatGPT. Ils n'utilisent pas ChatGPT en lui-même pour réduire le temps dans du codage et des choses comme ça. Mais ça reste des entreprises qui sont cotées en bourse, qui ont des potentiels financiers assez importants et qui peuvent, grâce à l'intelligence artificielle générative, faire des économies d'échelle assez importantes. Mais pour monsieur et madame tout le monde et probablement la majorité des gens qui nous regardent et des entreprises en Belgique, la direction que je conseillerais d'explorer, je dis pas que c'est la seule et que c'est l'unique et qu'il faut, ça va être l'intelligence artificielle générative intégrée dans les outils qu'ils utilisent au quotidien. Eh bien, merci beaucoup, Cédric, pour cette présentation tenue dans les clous du timing. C'est jamais évident. Le titre de ce webinaire, Jacques, Cédric, c'était l'intelligence artificielle, une révolution pour le marketing de demain. Finalement, si on devait conclure en donnant votre réponse à cette question, quelle serait-elle? Une évolution révolutionnaire. Jacques? Oui, le début d'une évolution, en tout cas, qui reste encore un peu trop technique quelque part pour être complètement adopté. C'est ça. Moi, si je me permettrais de compléter finalement sur base de ce que vous avez dit, c'est que, dans un métier de créatif, par exemple, ou dans le marketing, ça peut éviter l'angoisse de la plage blanche finalement. Oui. Ça sert de base. Tout et puis, on peut de point de départ, d'inspiration, mais c'est des branches, mais c'est pas le tronc. Voilà. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. Merci Jacques et Cédric de nous avoir rejoints. Et à bientôt. Un plaisir. Au revoir. Au revoir.